Donc petit c, base et somme directe. Dans ce dernier paragraphe, on va voir un lien entre la notion de base et la notion de sous-espace vectoriel supplémentaire. Je vais déjà commencer par un exemple. Je vais prendre E égale à R3 et je vais prendre des vecteurs x1. Alors, je vais commencer par prendre deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de R3. Donc, par exemple, F ici et une droite G avec F et G. Du coup, ici, dans mon exemple, F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. C'est-à-dire deux sous-espaces vectoriels dont l'intersection est réduite à 0 est telle que la somme F plus G donne l'espace grand E tout entier. Si j'ai ça, et que je connais une base de F, alors F, comme c'est un sous-espace vectoriel de E, tout sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel est lui-même un espace vectoriel. Donc l'ensemble grand F, vu comme un espace vectoriel, possède des bases. Alors, possède des bases, ça on verra en fait qu'en dimension finie, il y a toujours justement des bases. Donc là, pour l'instant, vous l'admettez qu'il existe des bases à F. Et puis sur le dessin, dans cet exemple-là, c'est évident. Je peux prendre par exemple ici x1, x2, une base de F. Et puis pour G, je peux prendre n'importe quel vecteur ici non nul, x3, qui va constituer une base de G. Ici, donc on a dit ça, x1, x2, c'était une base de F. Et la famille constituée juste du vecteur x3, ici c'est une base de G. Et F et G sont en somme directe et donnent l'espace E tout entier. Alors, sur le dessin dans cet exemple-là, ça se voit bien et on va le généraliser. Alors, la famille x1, x2, x3 forme une base de E égale à R3 ici. Donc, on remarque, ici c'est une remarque, mais on va le généraliser ensuite. Alors, x1, x2, x3 forment une base de R3. Donc c'est la première proposition qu'on va écrire. Si on a deux sous-espaces vectoriels qui sont supplémentaires, qu'on connaît une base de l'un et une base de l'autre, alors la famille qui contient tous les vecteurs apparaissant dans les deux bases là, forment une base de l'espace grand E tout entier. Et on écrira ensuite une deuxième proposition. Là, ici, on voit comment, à partir de sous-espaces vectoriels supplémentaires, on peut créer une base de grand E. Dans la deuxième proposition, on verra un petit peu le cheminement inverse, c'est-à-dire on disposera d'abord d'une base de grand E. Imaginez qu'on dispose d'une base de grand E, donc ça c'est mon exemple pour la première proposition, on va dire. Donc ça, tout ça c'était les hypothèses, et la conclusion c'était alors ça forme une base. Et dans l'exemple associé à, du coup, la proposition 2 qu'on va écrire ensuite, on va partir cette fois-ci d'une base
de R3. Donc ici, on a dit, donc là, E égale à R3, toujours, dans mes exemples. Et ici, dans les hypothèses, je sais que E1, E2, E3 forment une base de l'espace tout entier. Alors, si je considère le sous-espace vectoriel engendré par E1, E2 par exemple, et le sous-espace vectoriel engendré par E3, donc je vais poser F égale le sous-espace vectoriel engendré par E1, E2, et je pose G, le sous-espace vectoriel engendré par E3. Alors, ça aurait été bien peut-être de garder les mêmes notations. Là, pour les bases, je les appelle X, et là, je les appelle E. On va choisir. Alors, comme j'ai commencé avec X1, Xn, bah là, je vais continuer. Je vais plutôt les appeler X1, X2, X3, pardon. Et puis, du coup, F, le sous-espace vectoriel engendré par X1, X2. Et G, le sous-espace vectoriel engendré par X3. Enfin, peu importe, vous aurez pu laisser avec les X, je sais pas ce qui est le mieux. Donc, ici, ça, ce sont mes hypothèses. Donc, sur mon dessin, F, ce serait du coup le sous-espace vectoriel qui est là. Et puis, G, ce serait la droite qui se trouve ici. Alors, F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Donc la conclusion, on remarque qu'alors F et G donc ces deux propositions qui se ressemblent en fait, mais dans un cas on part de sous-espaces vectoriels supplémentaires et d'une base de chacun de ces sous-espaces vectoriels, et alors on peut en déduire une base de E. Et dans l'autre proposition, c'est le cheminement inverse, on commence à partir d'une base de E et on peut en déduire du coup des sous-espaces vectoriels qui vont être des sous-espaces vectoriels supplémentaires. Là, j'ai pris pour F le sous-espace vectoriel engendré par X1, X2 et pour G celui engendré par X3. Mais bien sûr, j'aurais pu prendre pour F le sous-espace vectoriel engendré juste par X1 par exemple et pour G celui engendré par X2, X3. En fait, la base que vous avez là, vous coupez entre guillemets, là j'ai 3 vecteurs, mais imaginons qu'on a n vecteurs, x1 jusqu'à xn, on va en fait couper la famille à un moment donné, et on va considérer le sous-espace vectoriel engendré par les premiers vecteurs, et l'autre le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs suivants, et alors on pourra dire que ces sous-espaces vectoriels sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Donc voilà, on va l'écrire, donc proposition 1. On a dit, là, cette fois-ci, on part de sous-espaces vectoriels supplémentaires. Donc, soit F et G de sous-espaces vectoriels supplémentaires d'un même K-espace vectoriel grand E. On avait déjà introduit dans le paragraphe. Donc, c'est-à-dire, je peux le noter, F somme directe G égale à grand E. Donc, on va prendre soit... il nous faut une base de F. Donc, je vais prendre x1, x2, point, point, point,
jusqu'à, on va dire, XP, par exemple, une base de f, et soit je vais prendre d'autres vecteurs, x indice p plus 1, x indice p plus 2, etc. x indice n, une base de g. Alors, la famille constituée des vecteurs x1 de tous ces vecteurs-là, donc de x1 jusqu'à xn, forment une base de E. Alors, cette famille-là, la famille x1, xn, on l'appelle, quand on a deux familles et qu'on prend tous les vecteurs qui sont dans les deux familles, là, on appelle la famille correspondante la concaténation de ces deux bases. Alors, voilà. Alors, la famille x1, xn forme une base de E. Ça, vous pouvez mettre en dessous. Ça, c'est la famille obtenue par, on va écrire le vocabulaire, concaténation. Si jamais vous trouvez ce vocabulaire-là quelque part, que vous ne soyez pas surpris. Concaténation des bases de f et de g. Donc cette famille forme une base de E qu'on appelle, elle porte un nom, base adaptée à la somme directe f plus g. Donc une base de E qu'on appelle base adaptée à la somme directe f plus g. Alors, preuve de ça. Donc, on veut montrer que cette famille-là forme une base de E. Est-ce qu'on prend des notations? Non, on va faire ça sans notation spécifique. Donc, pour montrer qu'on a une base, ici, on va montrer deux choses. Qu'on a une famille qui est à la fois libre et génératrice. Peut-être que le plus évident, le plus naturel à montrer, c'est peut-être le fait que la famille est génératrice. Montrons que xi est une famille génératrice. Alors, si je rappelle toutes mes hypothèses, je vais les écrire un petit peu ici. Je sais que f et g sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, donc qui vérifient que l'intersection est réduite à 0 et que leur somme vaut E. Je sais que x1, xp est une famille libre, est une famille génératrice de E, et je sais que xp plus 1 jusqu'à xn est une famille libre
est une génératrice ici de F et est une famille génératrice de G. Alors en tout, ça me fait 6 hypothèses que je vais exploiter. Pour montrer que la famille XI est une famille génératrice de E, ça semble assez naturel d'utiliser cette hypothèse-là, le fait que X1 XP est une famille génératrice de F, et le fait que XP plus 1 jusqu'à Xn est une famille génératrice de G. Ça veut dire que n'importe quel élément de F peut s'écrire comme combinaison linéaire des X1 XP et que n'importe quel élément de G peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs qui sont là. Mais du coup, là, ce que je veux montrer, c'est que n'importe quel élément de E peut s'écrire comme combinaison linéaire de tous ces vecteurs. Du coup, je vais utiliser aussi cette hypothèse-là en premier, qui va me permettre d'écrire n'importe quel élément de E comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. L'élément de F, je l'écris comme combinaison linéaire de ces vecteurs. L'élément de G, je l'écris comme combinaison linéaire de ces vecteurs. Et au final, du coup, notre élément de E, ce sera une combinaison linéaire de tout ça. Ça, c'est pour la partie génératrice. Et puis, on va voir dans la suite, ça semble assez naturel, et on va le voir, que pour montrer que la famille des XI est une famille libre de E, évidemment, on va utiliser le caractère libre de la famille X1 XP, le caractère libre de la famille XP plus 1 jusqu'à XN, et l'hypothèse, ici, que l'intersection de F et de G est réduite à 0, que F et G sont en somme directe. Donc, ces trois hypothèses-là, ça va nous permettre de montrer que la famille est libre, et les trois hypothèses en rouge vont nous permettre de montrer que la famille ici est génératrice. Donc, je rédige déjà le premier point, et ensuite, je montrerai le caractère libre. Pour montrer qu'une famille est génératrice de E, il faut montrer que n'importe quel élément de E s'écrit comme combinaison linéaire des XI. Donc, je dois prendre un élément quelconque de E. Donc, on va écrire soit Z appartenant à E. Et le but, c'est de montrer que ce Z s'écrit comme combinaison linéaire des XI. Et on a dit, comme E est égal à F plus G, le Z qui est là, je peux le décomposer comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. Donc il existe, je vais les appeler X et Y, appartenant à F croix G, tel que Z égale X plus Y. Comme le petit x, il appartient à F, et que F, par hypothèse, c'est le sous-espace vectoriel engendré par X1, XP. X s'écrit comme combinaison linéaire des X1, XP. Donc, il existe des scalaires que je vais appeler lambda 1 jusqu'à lambda P, tels que petit x égale somme des lambda IXI pour I allant de 1 à P. Et je fais pareil avec Y. Comme Y appartient à G et que G c'est le sous-espace vectoriel engendré par X P plus 1 jusqu'à Xn, il existe, alors du coup je vais les appeler lambda indice P plus 1 jusqu'à lambda indice N. Au passage, j'ai combien d'éléments là? N moins P plus 1, ou autrement dit N moins P. Comme Y appartient à ça, il existe des scalaires, comme ça, tels que Y égale somme pour I allant de P plus 1 jusqu'à N des lambda I XI. D'où Z égale X plus Y, donc c'est du coup, j'additionne les deux, ça fait somme pour I allant de 1 à N des lambda I XI. C'est un élément du sous-espace vectoriel engendré par les xi pour I allant de 1 à
n. Donc je viens de montrer que E est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par x1, xn, et évidemment, la réciproque est toujours vraie. Du coup, E égale le sous-espace vectoriel engendré par x1, xn, c'est-à-dire les xi forment une famille génératrice de E. Maintenant, deuxième point, montrons que xi forment une famille libre de E. On va appliquer la même méthode que d'habitude. Pour montrer qu'une famille est libre, on prend une combinaison linéaire qui est égale à 0 et on veut montrer que tous les scalaires de cette combinaison linéaire des xi sont les scalaires nuls. Donc on écrit soit lambda 1 jusqu'à lambda n des scalaires tels que somme des lambda i xi égale 0. Et le but, c'est de montrer que tous les lambda i ici sont nuls. Alors, un petit peu comme ce qu'on a fait là, somme des lambda i xi, maintenant je vais utiliser les hypothèses sur la famille x1, xp et la famille xp plus 1 jusqu'à xn. Donc, ce qui est là, je vais le décomposer en somme pour i allant de 1 à p, plus la somme pour i allant de p plus 1 à n. Où ceci est un élément de f, et donc ceci est un élément de g, parce que ça c'est une combinaison linéaire des x1, xp, et ça c'est une combinaison linéaire des xp plus 1 jusqu'à xn. Et là, j'ai un élément de f plus un élément de g, et leur somme vaut 0. On a vu, par caractérisation des sommes directes, si f et g sont en somme directe, et que 0 s'écrit comme somme d'un élément de f plus un élément de g, alors cette quantité-là et cette quantité-là sont nulles. Une façon de le reprouver, si on ne veut pas utiliser ce résultat qu'on avait vu au moment des sommes directes, c'est tout simplement de faire passer cette partie-là de l'autre côté du 0, et du coup, la somme des lambda ixi pour i allant de 1 à p est égale à l'opposé de la somme allant de p plus 1 à n. Ça, c'est un élément de f. Ça, c'est un élément, avec le moins, ça ne change pas, ça reste un élément de g. Et donc, tout ça, c'est un élément qui est à la fois dans f et dans g. Donc, si elle est à la fois dans f et dans g, et par hypothèse f inter g est réduit à 0, c'est forcément 0. Donc ici, je ne refais pas l'approche, je vais utiliser une propriété qu'on avait vue des sommes directes. Or, f et g sont en somme directe. Donc, somme des lambda xi égale 0 et somme des lambda xi pour i allant de p plus 1 à n est aussi égale à 0. Et là, c'est terminé. Pourquoi ? Par hypothèse, je sais que les x1 jusqu'à x, pardon, là c'est un p, je sais que les x1 jusqu'à xp forment une famille libre. Et donc, si j'ai une combinaison linéaire de ces vecteurs qui est nulle, ça veut dire que tous les scalaires qui sont là sont nuls. De même, la famille des xp plus 1 jusqu'à xn est une famille libre, donc tous les scalaires qui sont devant ici sont nuls, et du coup tous les lambda i sont nuls. Or, x1, xp est libre, donc lambda 1 égale point 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 égale lambda p égale 0. De même, on a lambda p plus 1 jusqu'à lambda n
qui sont nuls, car xp plus 1 jusqu'à xn est une famille libre. Donc, tous les lambda i, tous, ils sont tous nuls, donc la famille xi est libre, d'où le résultat. Voilà, et donc on a prouvé la première proposition, à savoir, si je pars de deux sous-espaces vectoriels qui sont supplémentaires, et que je concatène une base de chacun, enfin deux sous-espaces vectoriels supplémentaires que j'appelle f et g, et que je concatène une base de f avec une base de g, ça me donne une base de grand E. Maintenant, je vais faire l'opération inverse, je vais partir d'une base de grand E, et construire à partir de cette base deux sous-espaces vectoriels qui vont être supplémentaires. Donc, proposition 2. Soit on va dire x1, virgule xp, xp plus 1 jusqu'à xn, une base de grand E avec voilà, p strictement plus petit que n, bah, sinon ça sert à rien. Voilà. On pose du coup f égale le sous-espace vectoriel engendré par les p premiers vecteurs. Et g égale le sous-espace vectoriel engendré par les autres vecteurs, les vecteurs qui nous restent, xp plus 1 jusqu'à xn. Alors, f et g sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Preuve. Pour montrer que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires, on va montrer deux choses. Premier point, on va montrer qu'ils sont en somme directe, à savoir que l'intersection des deux est réduite à l'élément neutre. Donc, pour montrer ça, comme d'habitude, il y a une inclusion évidente. 0 inclus dans f inter g, c'est évident. Donc là, ce que je dois faire, c'est montrer cette inclusion-là. Donc, je vais prendre un élément qui est à la fois dans f et dans g. Alors, comment je peux l'appeler x ou y? Et le but, c'est de montrer que y, c'est 0. Alors, si y est dans f et que y est dans g, et alors qu'est-ce que j'ai comme hypothèse? J'ai ça, et j'ai le fait que la famille des xi est une base de E, donc à la fois une famille libre et génératrice. Tout à l'heure, lorsqu'on cherchait à montrer le caractère libre de la famille xi, on avait utilisé le fait que f et g étaient en somme directe. Là, en fait, les deux sont liés, donc là, pour montrer que f et g sont en somme directe, on va utiliser le caractère libre de la famille xi. Et quand on va montrer tout à l'heure que f plus g est égal à E, cette fois-ci, on va utiliser le caractère générateur de la famille x1, xn. Voilà, et à chaque fois, en fait, si vous avez compris ça, à chaque fois, il suffit de revenir aux définitions. Donc, si vous avez bien compris, si vous êtes capable d'écrire correctement et précisément les définitions,
Je vous encourage d'ailleurs à prendre une feuille blanche et écrire vous-même les définitions. Vous êtes capable de refaire la preuve. D'ailleurs, cette preuve-là, essayez de la faire vous-même avant que je l'écrive. Je pense que vous êtes tout à fait capable de la faire en utilisant juste les définitions. Ici, j'ai pris un élément qui est à la fois dans F et dans G. J'ai ça par hypothèse. Donc ça veut dire que Y est combinaison linéaire des x1, xp et que Y est aussi combinaison linéaire des xp plus 1 jusqu'à xn. Donc, comme Y appartient à F, je traduis... en fait, là, j'utilise la définition de sous-espace vectoriel engendré. Il existe une famille de scalaires lambda i telle que somme des y égale somme des lambda ixi. Point. Et je fais pareil. J'utilise pareil de la même façon le fait que y appartient à g. Une famille de scalaires que je vais appeler du coup lambda i pour i compris entre p plus 1 et n. Voilà, donc ça, c'est égal à ça. Égal, alors n'écrivez pas tout de suite, je vais reformuler ça autrement, on peut le remettre directement. Égal somme pour i allant de p plus 1 à n des lambda i xi. Et ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le faire passer de l'autre côté. Donc cette somme-là moins celle-ci est égale à 0. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a une combinaison linéaire. Pardon, ici c'était un P. Voilà. Ici, on a une combinaison linéaire des vecteurs x1 jusqu'à xn. Et par hypothèse, la famille des xi est une famille libre. Donc, si j'ai une combinaison linéaire des xi qui est égale à l'élément neutre, ça veut dire que tous les scalaires sont nuls. Alors en fait, là, c'était plus, moins lambda i si vous voulez, et du coup, tous les scalaires qui sont là sont nuls, mais du coup, tous les lambda i, si moins lambda i est égal à 0, le lambda i qui est là, il est lui aussi nul. Du coup, tous les lambdas sont nuls. Or, xi est libre, donc lambda 1 égale point 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 égale lambda p égale moins lambda p plus 1 égale point 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 égale moins lambda n égale 0. Donc j'ai que des zéros, mais du coup ça implique que lambda p il est aussi égal à 0 et que lambda n ceux-là aussi du coup ils sont aussi nuls. Donc alors qu'est-ce que je cherchais à montrer? Je cherchais à montrer que le y, qui est un élément de f inter g, est en fait l'élément neutre. Ben, je sais que tous les lambda i ici sont nuls, donc y, c'est somme de 0 fois xi, donc en fait y égale à 0. D'où f inter g. Donc j'ai montré cette inclusion-là, et l'autre est évidente. Donc f inter g est réduit à 0. Ce qui prouve le fait que f et g sont en somme directe. Maintenant, on va prouver le fait que f et g, leur somme donne l'espace E tout entier.
alors j'aurais peut-être dû commencer par ça parce qu'en fait ça c'est le plus facile, c'est encore plus facile. Par hypothèse, donc on a dit maintenant pour montrer ça je vais utiliser le caractère générateur de x1, xn. Là j'ai utilisé le caractère libre de la famille xi, maintenant je vais utiliser son caractère générateur, le fait que c'est une famille génératrice de e. Et donc ici, le e qui est là, je sais par hypothèse que c'est le sous-espace vectoriel engendré par la famille des xi pour i allant de 1 à n. Du coup c'est gagné, parce que n'importe quel élément de e s'écrit comme somme des lambda i xi. Et cette somme, je fais comme je l'ai fait plusieurs fois, je la décompose en la somme qui va jusqu'à p, plus la somme de p plus 1 jusqu'à n. Ça c'est un élément de f, ça c'est un élément de g. Donc n'importe quel élément de e s'écrit bien comme somme d'un élément de f plus un élément de g. Donc cette partie-là, elle est très facile, on va la rédiger quand même. Donc ce que je cherche à montrer, on a dit c'est cette inclusion-là que je cherche à montrer dans ce cas-là, soit y appartenant à grand E. E par hypothèse, c'est le sous-espace vectoriel engendré par xi pour y compris entre 1 et n. Ça, c'est car c'est la définition de famille génératrice. Est une famille génératrice de grand E. Et donc par définition de ça, alors, il existe des scalaires lambda i tels que y égale somme des lambda i xi. Et ça, je le décompose en deux. J'écris la somme allant jusqu'à p, plus la somme de p plus 1 jusqu'à n. Et ça, comme c'est un élément de f, pourquoi par définition, f c'était le sous-espace vectoriel engendré par les x1 jusqu'à xp, donc tout simplement c'est un élément de f. Et ça, c'est un élément de g, donc tout ça c'est un élément de f plus g. Donc E est inclus dans f plus g et l'autre inclusion est évidente, E égale f plus g. Voilà, donc on a vu comment, à partir d'une base de E, construire deux sous-espaces vectoriels f et g qui seront deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Et ceci termine le paragraphe grand 2 sur les familles finies de vecteurs.